Merci Marine. Je travaille moi à l'Institut Carnot IFPEN Transport et je suis à la direction économie et veille. Et bien évidemment, je fais partie de la filière Carnoto que je vais vous présenter dans quelques instants. Mon exposé sera articulé de la façon suivante. Un petit rappel de ce que c'est que la filière Carnoto. Ensuite, on passe à l'hydrogène avec un premier point. Pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à la filière hydrogène maintenant? Quels sont les atouts de l'hydrogène? Ensuite, on va replacer ce webinaire dans la chaîne de valeur de l'hydrogène, puisque nous avons 3 webinaires sur l'hydrogène dans les 3 semaines qui viennent. Après, j'attaquerai le gros de cet exposé, qui est comment on produit de l'hydrogène. Et puis, on rappellera en conclusion les éléments à retenir. Et je vous ai mis en fin de document des sources d'informations, parce que l'exposé va aller très vite et qu'on ne pourra pas tout aborder. Premier point, qu'est-ce que Carnoto? Alors, Carnoto, c'est un élément, c'est fondé par les instituts Carnot. Les instituts Carnot, ce sont des structures de recherche publiques qui ont pris un engagement fort et qui sont reconnus par la puissance publique pour développer la recherche partenariale au bénéfice de l'innovation des entreprises, de la PME au grand groupe. Et alors, Carnoto, c'est la filière automobile des instituts Carnot qui, elle, est dédiée exclusivement aux TPE, PME, ETI pour renforcer leur attractivité et leur compétition. Ceux d'entre vous qui travaillent avec nous le savent déjà. Et puisque notre objectif, c'est d'accompagner, de vous accompagner sur tout le territoire, eh bien, nous sommes présents sur tout le territoire. Vous voyez, nous avons des laboratoires sur tout le territoire. Pour nous contacter, le lien entreprise@carnoto.fr ou bien @filière Carnot. Alors, on va commencer l'exposé. Pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à l'hydrogène maintenant? Eh bien, parce que l'hydrogène fait partie des actions possibles pour réduire les émissions de CO2, ça vous l'avez tous entendu. L'autre point, c'est que le monde politique s'est emparé du sujet maintenant. Et alors, ce qui se passe, c'est que vous avez pu lire dans la presse, tant en France qu'en Europe, il y a des appels à projets. J'en ai cité 2, là, les appels à projets ADEME. En juin, il y a le... Ah oui, excusez-moi, je remonte plus haut. Je disais qu'il n'y a pas que la France qui lance ces appels à projets, il y a aussi l'Europe et donc beaucoup de pays européens. Et je disais qu'en octobre, l'ADEME a lancé 2 appels à projets. Et vous voyez, quand on détaille sur le dernier les financements possibles, on voit que, notamment pour acheter un certain nombre de véhicules hydrogène, on a des financements conséquents. Et les financements ne dureront pas, donc c'est pour ça qu'il faut s'intéresser maintenant aux financements possibles sur la filière hydrogène. Évidemment, Carnoto est bien placé pour vous accompagner parce que tous les instituts Carnot de Carnoto candidatent aux appels à projets en fonction de leur spécialité et donc ils sont au courant très rapidement des appels à projets et ils ont les moyens d'embarquer avec eux des industriels, des TPE, des PME qui ont des propositions techniques qui correspondent aux appels à projets auxquels les instituts Carnot veulent répondre. Slide suivante. Alors, quels sont les atouts de l'hydrogène? Si la puissance publique s'en emparait, c'est que l'hydrogène a des atouts. L'atout majeur, c'est que l'hydrogène est l'élément le plus répandu dans l'atmosphère. Malheureusement, il est presque toujours groupé avec d'autres molécules. Sa combustion ne dégage pas de CO2, mais de l'eau. L'hydrogène n'est pas technique, n'est pas toxique, ni polluant. J'ai mis, c'est peut-être un peu petit, les propriétés physico-chimiques de l'hydrogène. Il y en a une, ici, l'énergie par unité de masse, donc la densité massique, qui est très forte. Et ça veut dire que par kilo d'hydrogène, il y a beaucoup d'énergie, environ 3 fois plus que l'essence ou le gazole. Malheureusement, il y a des points plus faibles dans les propriétés physico-chimiques. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, l'hydrogène, il n'y a pas de mine d'hydrogène, il est toujours attaché à une molécule. Donc, si on veut le récupérer, eh bien, ça commence par consommer de l'énergie, puisqu'il faut le détacher de ces molécules. Et
les propriétés physico-chimiques font que l'énergie par unité de volume de l'hydrogène est faible. Et par exemple, pour faire 100 km avec une petite voiture, eh bien, il vous faut 4,5 litres d'essence ou bien 21 litres d'hydrogène à 700 bars, ce qui est un peu volumineux. Enfin, compte tenu de sa petite taille, l'hydrogène fuit à travers les métaux. Vous voyez que l'hydrogène, il a une taille de 37 10-12 mètres, ce qui est 29 fois plus petit que le gaz naturel. Maintenant, on va placer ce webinaire sur le cycle des 3 webinaires que vous aurez sur l'hydrogène. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur la chaîne de valeur de l'hydrogène qui est toute cette chaîne-là. La chaîne de valeur, c'est un ensemble de briques consécutives qui apportent de la valeur à un produit qui part de l'énergie primaire qui a été utilisée pour le fabriquer jusqu'à son utilisation finale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la production d'hydrogène. La prochaine fois, on s'intéressera au stockage, à l'acheminement et enfin, la fois d'après, à l'utilisation d'hydrogène en mobilité. Et les instituts Carnot de Carnoto peuvent vous accompagner sur l'ensemble de la chaîne éventuellement parce qu'on est présent sur toute la chaîne. Ça, c'est un point positif. Maintenant, on va s'intéresser à la production d'hydrogène, le cœur de notre travail. Alors, la question, c'est comment on produit l'hydrogène? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en séparant les atomes avec lesquels il est lié. Vous voyez, ici, j'ai repris le début de la chaîne de valeur et je l'ai un peu complexifié. Avec les éléments suivants, on a ce qu'on appelle de l'énergie primaire qui va être utilisée comme ressource d'entrée pour fabriquer de l'hydrogène. Ensuite, on doit la pré-traiter, cette énergie, la transformer et la purifier. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, le pré-traitement, c'est l'adaptation de la charge au procédé industriel. Il faut adapter la matière première. Ensuite, la transformation, c'est le processus chimique ou physico-chimique qui transforme cette matière première en hydrogène. Et puis, à la fin, il faut purifier cet hydrogène ou ce produit. Il y a 2 grandes filières de fabrication d'hydrogène. La filière chimique par vaporéformage. Les mots qui sont en italique, c'est des mots qu'on entend souvent et que je mets en évidence parce que c'est des mots que vous allez retrouver souvent et qui, dans cet exposé, pour vous expliquer un peu leur sens. Et le vaporéformage, ça a aussi un autre nom en anglais, le Steam Methane Reforming, le SMR. Et on a aussi l'autre grande filière qui est bien sûr l'électrolyse. Enfin, il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que pour fabriquer de l'hydrogène, il faut de l'eau. Et ça, c'est important parce que tous les procédés, que ce soit l'électrolyse ou les procédés chimiques, consomment de l'eau. Et donc, cette eau, il va falloir la purifier avant de l'utiliser. Et vous voyez que la consommation, elle n'est pas négligeable, puisque pour les procédés chimiques, on consomme environ 5 kg d'eau par kilo d'hydrogène, et pour l'électrolyse, 15 kg d'eau par kilo d'hydrogène. Et oui, l'électrolyse, c'est l'électrolyse de l'eau. Alors, on va commencer par les procédés chimiques. Et dans les procédés chimiques, le procédé le plus connu, c'est le vaporéformage. Comment ça se passe? Le principe, on fait réagir du méthane avec de l'eau sous forme vapeur à haute température. Et cette réaction chimique, cette combinaison à haute température, permet de transformer le méthane et l'eau en dioxyde de carbone, en CO2, et en hydrogène, en passant par des étapes consécutives, notamment du CO. Cette réaction est fortement endothermique, ça veut dire qu'elle consomme de la chaleur. L'avantage de ce procédé, il est connu depuis 100 ans, très optimisé, il est économique. En gros, on peut dire qu'un kilo d'hydrogène produit par vaporéformage, ça coûte environ 1,50 € sorti de l'unité. Un autre avantage, c'est que l'énergie primaire peut être du biogaz. L'inconvénient majeur, c'est que ce procédé produit 10 kg de CO2 par kilo d'hydrogène. Un compromis qu'on peut utiliser sur ce procédé, c'est ce qu'on appelle la capture et le stockage du CO2, en anglais CCS, Carbon Capture and Storage. Je ne détaille pas trop, sachez simplement que c'est quelque chose qui est mature, mais évidemment, il faut le mettre en œuvre. Et si l'énergie primaire est du biogaz, alors le CO2 capté est retiré de l'atmosphère
Et comme c'est un CO2 bio, on peut dire qu'on produit du CO2 négatif. Ensuite, l'électrolyse. Le principe, je pense que vous le connaissez tous, mais je le rappelle, le principe, c'est de détacher l'hydrogène de la molécule d'eau avec la réaction qui est la suivante. On prend de l'eau, de molécule H2O, on rajoute de l'énergie électrique et on sépare l'eau en hydrogène et en oxygène. Le dessin est là. Un réservoir, donc la technique, on a un réservoir avec un électrolyte, 2 électrodes, de l'électricité qui passe, on ressort de l'oxygène et de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est ce qu'on veut. La difficulté, c'est qu'évidemment, ça consomme de l'eau. Alors, les avantages de l'électrolyse, eh bien, c'est connu depuis 200 ans, ça n'émet pas de CO2. Les inconvénients majeurs, c'est que le prix de l'hydrogène dépend malheureusement pour 60 à 80% du coût de l'électricité. Le coût de l'hydrogène aujourd'hui est encore assez cher, de l'ordre de 10 à 15 euros le kilo sorti hydrogène, ça consomme de l'eau. Et aujourd'hui, les électrolyseurs sont encore très petits, j'ai donné des ordres de grandeur. Le plus gros aujourd'hui est de l'ordre de 20 MW, il en faudrait 500 MW pour que ça puisse être intéressant à l'échelle industrielle. La solution de compromis, c'est que beaucoup d'entreprises et d'industriels travaillent sur des développements, notamment l'augmentation des tailles qu'on appelle le scale-up, l'augmentation des rendements et l'augmentation de la durabilité. Alors, il faut savoir, il faut que vous sachiez que Carnotto travaille sur la production d'hydrogène pour la mobilité. Et donc, on connaît bien le sujet et on peut, par exemple, accompagner des entreprises pour étudier le remplacement d'une consommation d'hydrogène livrée en bouteille. Alors, généralement, c'est de l'ordre de 20 à 60 euros le kilo par de l'hydrogène produit sur site avec un électrolyseur. Bon, un autre point, c'est que même si vous êtes beaucoup à être dans la mobilité, il y a encore besoin de beaucoup de technologies et beaucoup de composants pour l'électrolyse et que certaines technologies sont demandées pour l'électrolyse et peuvent avoir un intérêt. Un détail rapide sur les 3 types d'électrolyseurs. Alors, je vous l'ai dit, et vous regarderez dans les slides quand vous les téléchargerez si vous voulez. Il y a les électrolyses alcalines, l'électrolyse à membrane, échange d'ions, et l'électrolyse à haute température. Rapidement, sur les propriétés qui sont là, que je ne vais pas détailler, les vertes, c'est les propriétés positives, et les rouges, c'est les propriétés moins bonnes de chaque procédé. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'alcalin, c'est l'électrolyse historique, que ça fonctionne bien, que c'est mature. Le rendement est un peu faible et que ça a du mal à démarrer à froid. C'est plutôt à réserver à du fonctionnement continu. Les électrolyseurs à membrane, c'est plus compact. L'intérêt, c'est que il n'y a pas d'électrolyte comme dans l'alcalin. C'est censé être plus fiable et surtout, l'intérêt, c'est que c'est plus réactif. L'inconvénient, c'est que c'est plus cher et c'est que c'est moins mature. Enfin, l'électrolyse à haute température, dans le cahier des charges et sur le papier, c'est une électrolyse qui est intéressante parce que, 1, elle a un très bon rendement et 2, elle peut éventuellement être réversible. Ça veut dire que d'un côté, on met de l'électricité et de l'autre côté, on sort de l'hydrogène et on peut mettre de l'hydrogène en entrée et sortir de l'électricité. Aujourd'hui, c'est un procédé qui n'est pas mature. C'est son gros inconvénient et c'est un procédé qui est assez cher. Enfin, un dernier procédé que je voulais vous signaler dans les procédés chimiques, c'est la gazéification de la biomasse. Je vais être très rapide dessus. L'intérêt de la gazéification de la biomasse, c'est qu'on peut produire de l'hydrogène à partir de biomasse solide. Et pourquoi je vous le cite, c'est parce que c'est un procédé qui est proche du vaporéformage, qui fonctionne en 2 étapes, une étape de pré-traitement et une étape de gazéification. Et dans l'étape de pré-traitement, on parle souvent de torréfaction ou de pyrolyse, et vous avez dû entendre les mots. C'est pour pré-traiter la biomasse, la préparer à se transformer en gaz, et la deuxième étape, c'est de la gazéification, assez proche de ce que vous avez vu en vaporéformage. Voilà. L'intérêt principal de la gazéification de la biomasse, c'est qu'on peut gazéifier du solide. L'autre intérêt aussi, c'est que si c'est de la biomasse, le CO2 qui est émis est un CO2 issu de la biomasse, et donc si on le séquestre ou si on le stocke, on peut alors parler de CO2 négatif. Ce qu'il faut retenir,
Je suis désolé, c'est assez court. Eh ben, c'est que l'hydrogène, c'est maintenant parce que le monde politique s'est emparé du sujet, incite l'industrie à s'engager avec des financements conséquents. Donc, il faut essayer d'en profiter. Mais c'est justifié parce que les qualités de l'hydrogène en font un pilier possible de la transition énergétique. Il y a toutefois des ombres au tableau, comme on l'a vu tout à l'heure. L'hydrogène a un faible contenu énergétique par unité de volume. L'hydrogène est de petite taille et donc ça crée des inconvénients en mobilité, en autonomie, des difficultés de stockage et l'hydrogène a la mauvaise idée de fuir à travers les métaux. Les deux voies majeures de production d'hydrogène qu'on a vues, je le rappelle, c'est la voie chimique et la voie électricité électrolytique. La voie chimique a un avantage fiabilité et prix. Un inconvénient, c'est qu'elle émet du CO2 qui peut être réglé par le captage. La voie chimique a aussi un autre avantage, c'est qu'on peut traiter de la biomasse, auquel cas on est neutre, voire on peut faire du CO2 négatif. L'autre voie, c'est la voie électrique ou électrolytique. Avantage, pas d'émission de CO2. Inconvénient, prix, maturité pour certaines technologies. Les opportunités que les entreprises peuvent avoir sur ce sujet, notamment celles avec lesquelles on travaille, et vous qui êtes derrière votre écran, les perspectives pour la voie chimique, eh bien, c'est de travailler sur l'utilisation de la biomasse et de capter le CO2 produit pour diminuer le CO2 dans l'atmosphère, CO2 négatif. Il y a l'optimisation des technologies et de la chimie du captage, qui est encore possible. Et puis, il faut développer les applications industrielles. Pour la voie électrolytique, il y a de la réduction de coûts par accroissement de taille. Donc, il faut un savoir-faire en conception industrielle de grosses unités de production. Et puis, il y a beaucoup de réduction de coûts de composants et d'amélioration de durabilité de chaque composant à faire. Enfin, un point aussi qui ne dépend pas forcément de nous, il faut réduire le coût de l'électricité. Je vous ai mis des sources d'informations qui vous permettent d'aller un peu plus loin sur ce sujet. Des liens génériques, excusez-moi, vers l'hydrogène qui vous dit un peu tout plus en général. Les appels à projets ADEME, si vous ne les avez pas, j'ai mis le lien vers l'ADEME. Sur les atouts de l'hydrogène, je vous conseille un article des techniques de l'ingénieur qui est bien fait. Et pour aller plus loin sur la production d'hydrogène, eh bien, sur le vaporéformage, je vous indique un autre article des techniques de l'ingénieur. Et pour l'électrolyse, je vous renvoie sur la feuille de route de Hydrogène Europe qui est accessible à tout le monde et qui est très bien faite. Voilà, j'en ai fini avec cet exposé et donc maintenant, on peut répondre aux questions éventuellement si vous le souhaitez. Merci Nicolas, ça a mis après 20 minutes. On n'a même pas eu à vous prévenir comme on était convenu. Alors effectivement, on a quelques questions dans le chat. J'invite Guillaume à publier les questions peut-être par ordre d'arrivée. Tout à fait. Alors la première question, la voici. Peut-être fermer la présentation pour que ça s'affiche, non? Ok, c'est moi qui dois la fermer ou c'est... Ok, voilà. Voilà la première question. Alors tu peux la dire. Alors, okay. Oui, c'est effectivement vrai. La combustion d'hydrogène produit des oxydes d'azote. Cela dit, c'est quelque chose qui se traite de la même façon que les traitements que l'on fait sur les moteurs diesel, voire certains moteurs essence. Donc, mais oui, la combustion d'hydrogène produit des oxydes d'azote. En revanche, ça peut permettre d'être plus économique sur des véhicules lorsqu'on a des véhicules qui fonctionnent avec des moteurs à combustion interne à hydrogène, sous réserve que ceux-ci soient adaptés pour avoir un rendement optimal. Voilà, ce qui n'est pas encore le cas partout, mais on y travaille. La deuxième question, qui est en fait deux questions. Donc d'abord, dans les ombres au tableau, il y a un rendement global du puits à la roue qui est très mauvais, donc grosse consommation électrique, pas très compatible des capacités actuelles, le stockage batterie pour la mobilité. Alors, oui, effectivement, j'ai pas pu le détailler, mais on voit ça dans les éléments. Le rendement, effectivement, le rendement global est pas excellent. C'est vrai. Alors, on travaille à l'améliorer. Pour la mobilité, effectivement, la batterie est une solution.
Ce que je peux dire, c'est que ce qui est principalement reproché à l'hydrogène aujourd'hui, c'est à la batterie, c'est son temps de chargement. Et effectivement, comme vous le dites, on peut se poser la question de l'intérêt de la batterie par rapport à l'hydrogène sur les petits véhicules, compte tenu du progrès des batteries. Après, en mobilité lourde, il y a un compromis sur poids, énergie embarquée pour les camions, les véhicules utilitaires. Et donc, effectivement, là, les travaux portent sur des équilibres entre le réservoir d'hydrogène et l'énergie contenue dans les batteries. En deux, l'eau utilisée doit-elle être pure? Oui, il y a une norme de pureté, une fiche de pureté. Oui, l'eau doit être pure, sinon elle vient polluer les membranes et les interfaces. Donc oui, il faut qu'elle soit pure. Donc, la troisième question. Alors oui, c'est une très bonne question. L'eau de mer doit être dessalée aujourd'hui et l'un des axes de recherche, c'est de pouvoir faire de l'électrolyse avec de l'eau de mer. Très bien. Alors, après, ça, je pense que c'est pour Marine. Comment ou télécharger les présentations, voir les autres webinaires? Oui, tout à fait. Merci Guillaume. Alors, pour télécharger les présentations, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez aller dans votre tableau d'événements. Alors, ce que je vais faire, c'est un partage d'écran comme ça. Vous allez voir, c'est très simple. Donc là, vous voyez ma souris. Vous allez vous diriger tout en haut à droite de l'interface. Et vous avez les informations sur l'événement et à droite, les fichiers partagés. Et là, vous retrouvez la présentation de Nicolas. Donc, vous pouvez la télécharger en cliquant sur le petit module ici. Voilà. Très bien. Je vois deux questions complémentaires qui sont sur le chat là. Vous n'avez pas parlé d'hydrolyse pour générer de l'hydrogène. J'ai parlé effectivement comme j'avais peu de temps, des solutions les plus en vue. Mais effectivement, il y a des recherches pour faire de l'hydrogène à partir d'autres moyens. Ensuite, j'ai parlé de combustion. Oui, j'ai parlé de combustion effectivement et combustion éventuellement dans un moteur ou dans une turbine. Aujourd'hui, les moteurs à combustion interne dédiés à l'hydrogène n'existent pas. C'est quelque chose qui est en développement dans certains centres de recherche et vos instituts Carnot et Carnoto travaillent sur le sujet. Il y a eu pour mémoire des moteurs BMW série 7 il y a une dizaine d'années qui ont fonctionné à l'hydrogène, mais c'était des moteurs adaptés. Et donc, effectivement, le rendement n'était pas très bon. Oui, j'ai pas parlé de l'hydrolyse pour générer de l'hydrogène parce que dans le temps imparti, j'ai préféré me concentrer sur les procédés les plus connus. Très bien. C'est bon, je peux changer de question. Alors, la prochaine. Hop, voilà. Sillage de fuite à travers les métaux, cela signifie-t-il que les réseaux d'acheminement actuels du gaz ne peuvent être utilisés? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est quelque chose sur lequel les industriels travaillent. Il y a deux façons de faire. La première, c'est de mettre ce qu'on appelle un coating dans les tuyaux, c'est-à-dire un espèce de plastique très fin comme le eyeliner qu'on met sur les piscines. D'autres solutions, c'est de travailler sur des métaux qui font en sorte que l'hydrogène ne passe pas. Et la question est posée pour les pipes et les conduites qui utilisent actuellement du gaz naturel ou du CO2. La question est de savoir si on peut ou pas mettre de l'hydrogène. Aujourd'hui, il est communément admis qu'on puisse aller au moins jusqu'à 6% d'hydrogène dans les conduites actuelles. Voilà. Très bien. Hop, voilà la prochaine question. Alors, vu la consommation d'électricité, l'impact du CO2 sur l'H2 sera-t-elle proportionnel au contenu CO2 sur l'électricité? J'ai un peu du mal à répondre comme ça brutalement. Ça me fait penser, enfin, je comprends la question de la façon suivante. En répondant, ça dépend du contenu CO2 de l'électricité. Et effectivement, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais vous avez dû entendre parler des débats à la radio, dans les publications d'hydrogène vert, d'hydrogène bleu, d'hydrogène jaune. Et il y a toute une discussion et des échanges en Europe, mais pas que, sur le contenu CO2 de l'électricité. Est-ce que l'électricité sans CO2, ça existe? Avec un peu de CO2, beaucoup de CO2, il y a beaucoup de débats, oui.
En Europe, quelles sont les chances d'avoir des véhicules à hydrogène? Alors, il y en a déjà. Il y a beaucoup de financements. Il y en a déjà au moins une bonne centaine qui tournent en Europe. La question, c'est de savoir si ça va se développer. Et l'autre question, c'est de savoir si les constructeurs vont développer tous les véhicules. Il nous semble qu'il y a des usages intéressants pour l'hydrogène et d'autres qui sont moins intéressants. Notamment, les véhicules lourds et longue distance sont bien adaptés. Les petits véhicules courte distance sont peut-être moins adaptés à l'hydrogène. C'était la dernière question qui a été postée. Après, Oui, c'est que des alors, commentaires. oui, c'est un commentaire, mais je confirme que 20% a été fait par GRDF aujourd'hui. Oui. Bon, bah, si vous avez encore une question, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Oui, je vois 2 questions. Alors, je vais la publier tout de suite. Je réponds aux 2. Renault développe effectivement un master hydrogène, oui, tout à fait. Alors, je pense qu'on en reparlera dans le 3e webinaire, là, j'étais sur la production. Et récupérer la chaleur de l'électrolyse haute température. Sur le papier, c'est plus avantageux que l'AFC et le PEMFC. Oui, c'est plus avantageux que l'alcalin et les électrolyseurs à membrane. Simplement, aujourd'hui, le système haute température est encore difficile à mettre en œuvre parce que c'est des températures de l'ordre de 600 à 700 degrés et que c'est compliqué à gérer. Alors, hop. Au niveau des coûts, alors je réponds sur cet élément. Au niveau des coûts, c'est clair qu'il vaut mieux un gros électrolyseur. Après, le gros électrolyseur, il faut pour qu'il puisse fonctionner correctement, il faut qu'il fonctionne à plein régime. Et donc, il y a une question économique qui se pose. Tout à fait. Pour le coût, c'est les gros électrolyseurs, mais effectivement, dans ce cas-là, le CAPEX est cher et il faut pouvoir utiliser l'hydrogène qu'il produit. Alors, hop. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, ce que l'on voit dans les différents feuilles de route et ce sur quoi on travaille, c'est que les gros consommateurs potentiels d'hydrogène, c'est pas forcément la mobilité, c'est l'industrie. Et par ailleurs, si on veut décarboner notre atmosphère, le gros émetteur de CO2, c'est l'industrie. Donc, effectivement, il est intéressant d'essayer de placer de l'hydrogène décarboné dans l'industrie. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué que de fabriquer des voitures ou de la mobilité hydrogène et de mettre de l'hydrogène dans un réservoir. Et enfin, ça aussi, c'est une bonne question. C'est dans les slides que je vous ai préparés, notamment sur la chaîne de valeur, il y avait initialement l'hydrogène natif. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Alors, les quantités sont raisonnables. La difficulté aujourd'hui, c'est la capacité, c'est de développer les technologies pour capter cet hydrogène de façon économique. Pourquoi ? Déjà, il faut les développer. Ensuite, cet hydrogène natif a la mauvaise idée d'être dans des endroits où il n'y a personne, notamment au milieu de la Sibérie. Et donc, la question est posée, il va falloir l'acheminer vers les zones de consommation et ça risque d'être cher. Donc, on y travaille, mais ce n'est pas pour demain. Alors, la question sur les usages maritimes, c'est des choses qui sont en étude. Je rebondis sur plusieurs questions. Des moteurs à combustion interne à hydrogène, il n'y en a pas. Il faut développer un moteur à combustion interne à hydrogène qui ait un rendement au moins aussi bon que les moteurs diesel à carburant lourd utilisés par les moteurs marins. Ça, c'est un gros challenge.
On peut dire qu'il y a des expérimentations aujourd'hui plutôt de propulsion de moteurs marins électriques à l'aide de piles à combustible. Mais on travaille sur la combustion à hydrogène des moteurs. C'est une nouvelle question, ça, ou pas? Alors, c'est un commentaire pour parler du prochain webinaire qui sera le 28 janvier. Si vous avez encore une question, n'hésitez pas. Vous pouvez encore l'écrire. Bon, et ben, je pense qu'il n'y a plus de questions, donc je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Ah, il y a Mehdi qui est en train d'écrire. Okay. Donc on vous remercie beaucoup de tous de votre participation, pardon, et à vous aussi, Monsieur Courtil. Et n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire. Donc vous avez un bouton en haut de votre écran. Il suffit de cliquer ici pour vous inscrire, pour pouvoir justement vous inscrire au prochain webinaire. Et voilà. Donc merci beaucoup. Merci à tous.